milieu-là pour donc créer mon entreprise. Je suis donc maintenant auditrice qualité et évaluatrice RSE. Voilà, en 2 mots. Merci Marie, bienvenue. Donc, ce que je vous propose en intro, c'est qu'on puisse peut-être parcourir rapidement les évolutions générales qui ont été effectuées par ADN et Atout France. Et puis ensuite, Marie va prendre le relais sur la première section qu'on va travailler ce matin ensemble. Sachant qu'on est sur un format qui permet que vous puissiez aussi déposer vos questions dans le chat comme d'habitude. Donc n'hésitez pas pour qu'on puisse y répondre ensemble. Donc, je vous partage rapidement le document d'ADN Tourisme que je vous enverrai juste après, puisque vous avez reçu le nouveau référentiel la semaine dernière de mémoire. Je crois que ça fait tout pile une semaine. Et puis, on en a, nous, sorti un petit récap, une petite synthèse des évolutions. Je vais vous transmettre ce document-là qui, lui, est extrêmement complet, hein, qui reprend toutes les évolutions, que ce soit suppression, réorganisation, reformulation des critères. Euh, donc, vous dire en quelques mots que déjà, vous le savez, on n'a plus qu'un seul et unique audit certifiant qui s'appelle audit en visite mystère et qu'il n'y a plus d'audit complet. Pour autant, dans cet audit en visite mystère, il y a quelques critères qui vont être vus en dévoilé 1. C'est ces 14 anciens critères de l'audit complet qui ont été conservés, qui, selon Atout France, sont essentiels et qui vont être donc évalués en dévoilé à l'issue de l'audit en visite mystère réalisé. Et puis, voilà, il y a des critères ou des chapitres qui ont été supprimés. Il y en a 3. L'organisation d'événements, la commercialisation et le GQD. Donc, le GQD était déjà, lui, en bonus. Donc, il était déjà presque, je dirais, à la volonté de chacun de l'appliquer. Mais là, il a carrément disparu pour aussi alléger en nombre de critères. Et puis tout ce qui est organisation d'événements, commercialisation, l'idée c'est de pouvoir avoir non pas un focus sur ces sujets-là, mais bien que votre démarche qualité, elle puisse s'étendre sur l'ensemble des services et actions, missions que vous déployez pour les clients, les élus, les sociopros, et qui n'y ait pas forcément un focus de fait sur ces deux missions-là, qui sont des missions, je dirais, même pas complémentaires, mais qui sont inhérentes à la stratégie de l'Office de tourisme. Donc, nous, c'est ce qu'on souhaite peut-être avec la Commission nationale qualité. Ça, c'est en cours de travail, mais de pouvoir rédiger par action ou par mission exercer au sein des OT des exigences liées à ces services. Donc, ça reprendrait ce qu'il y avait dans l'organisation d'événements, la commercialisation, mais pas que. Enfin, vous êtes nombreux à avoir un pôle croisière. Vous avez des billetteries aussi qui sont nombreuses. Enfin, l'idée serait peut-être de cartographier tout ce que font les offices et puis de rédiger des critères réseau qui ne seraient pas des critères qui entreraient dans l'audit certifiant, mais qui vous permettrait d'avoir un cadre opérationnel et un niveau d'exigence attendu pour toutes ces missions. Donc, on va voir ce que la Commission nationale qualité animée par ADN va faire de ça, mais pour que ça couvre quand même toutes les missions que vous exercez. Au demeurant, sur la partie certifiante, on est bien sur des chapitres qui ont disparu, 14 critères de l'audit complet qui ont été conservés dans l'audit certifiant dit visite mystère. Et puis, un certain nombre de critères qui ne seront vus, eux, que sur le bureau principal, ce qui allège aussi la technique d'audit et puis la durée. Vous savez qu'on est sur 2 piliers. Le pilier qualité, qui là vous impose d'obtenir 85% lors de votre premier audit DEX et qui là reprend enfin, qui a l'ensemble des critères que vous connaissez déjà. Il y a quelques nouveaux critères qualité, pas mal de critères modifiés ou supprimés. Quelques critères deviennent bonus et puis certains chapitres ont été réorganisés. Et il y a une intégration de nouveaux chapitres qui est le chapitre accessibilité et gestion des flux, qui sont là des critères obligatoires. Donc ça, c'est important que vous l'ayez bien en tête. Et puis le deuxième pilier, qui est le pilier éco-responsable. Donc là, l'idée, c'était aussi qu'il y ait un tronc commun pour l'ensemble des filières, toutes confondues.
Et puis des critères RSE qui soient spécifiques aux offices de tourisme, hein. Donc là, c'est pareil, vous avez les critères qui sont inclus dans notre référentiel sont ceux qui ont été travaillés par le laboratoire normand en 2021 sur la RSE applicable aux offices de tourisme. Donc ce sont ces critères qui ont été transmis à ADN Tourisme et qui ont été retenus, et ce, donc pour toute la France. Donc, vous avez en mode d'évaluation, donc certains, ce sera des attestations du directeur, ce sera aussi peut-être des documents que vous pourrez aussi rédiger ou apporter à la connaissance de l'auditeur. Et puis, certains critères seront effectivement évalués sur le bureau principal, certains autres sur le bureau secondaire également. Donc voilà, tout ça, c'est encore en voie de précision sur l'application. Et puis, c'est aussi les auditeurs qui feront remonter à ADN l'articulation, la meilleure articulation possible sur les critères et sur l'évaluation pour pouvoir voilà, stabiliser la technique d'audit. Euh, et là-dessus, vous avez un taux de satisfaction en première audit à obtenir, c'est 60%. Et puis ensuite, vous aurez 80% à obtenir lors des reconductions de destination d'excellence. Donc c'est vrai que ça reste un taux suffisamment exigeant, mais en même temps atteignable pour cette première vague d'obtention de DEX. Voilà pour les petits mots introductifs. Je vais pas rentrer ensuite dans le détail du référentiel. Vous l'avez tous reçu. Vous l'avez, j'imagine, parcouru, peut-être pas lu dans le détail, mais je vais vous renvoyer le document qui est partagé là ce matin pour que vous puissiez voilà, reprendre en détail et vous refaire une bonne idée de ce qui a été voilà, changé, transformé. J'espère que ça va pour ce petit mot. N'hésitez pas à déposer vos questions dans le chat et puis on va laisser la parole à Marie pour qu'elle puisse du coup commencer voilà, à détricoter, si je puis dire, les premiers chapitres de ce référentiel. Et je souhaite la bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Alors, Marie, je peux partager mon document là, c'est bon? Du coup? Ouais, ok. Alors, hop. Est-ce que tout le monde le voit? Non? Là? ouais, c'est Oui. en train d'arriver, mais c'est bon. Merci. Alors, j'ai deux écrans, donc c'est possible que vous me voyez un peu tourner la tête, hein? D'accord? Déjà, est-ce que tout le monde m'entend bien? Je n'ai pas posé la question tout à l'heure, mais tout va bien au niveau du son? C'est tout bon? Ouais? Ok. Oui. Très bien. Donc oui, on commence ce premier webinaire donc sur la gestion des flux et l'accessibilité donc par rapport au référentiel destination d'excellence. Pour voir aussi, l'idée c'est également de pouvoir répondre à vos questions, de vous dire ce qu'il en est de ce qui est attendu, voir un peu quelques exemples aussi de ce qui a pu être fait pour vous donner peut-être des idées de ce que vous pourriez mettre en place de votre côté. Et puis, oui, une partie assez importante sur les questions et les réponses. Donc, juste pour revenir rapidement pour finir de me présenter, donc comme je vous disais tout à l'heure, j'étais en office de tourisme, j'ai été pendant plus de 15 ans en direction d'office de tourisme. Et je suis actuellement en Auvergne, enfin Auvergne-Rhône-Alpes maintenant on dit, plus précisément dans le Puy-de-Dôme. Voilà, pour vous situer. Je suis un peu loin de vous, mais voilà, comme ça on voyage un peu. Donc par rapport à mon entreprise, moi ce que je propose, c'est donc des accompagnements pour le label Destination d'Excellence, des accompagnements en responsabilité sociétale, tout ce qui est audit, donc destination d'excellence. Et je suis vraiment que sur les offices de tourisme. Je suis pas sur les meublés ou autres, enfin je veux dire les hébergements ou autres prestations touristiques. Je suis réservée vraiment sur les offices de tourisme puisque c'est ce que je connais le mieux. Et je fais des évaluations blanches engagées RSE, qui est un label RSE de l'AFNOR, un label international. Et puis, ben, il y a une partie formation et puis des outils clés en main aussi en fonction des demandes des offices de tourisme. Voilà, ça c'est juste pour
présenter rapidement. On va pouvoir attaquer. Donc, vous avez reçu un questionnaire, vous avez été 6 à répondre à ce premier questionnaire. C'était pour savoir quelles étaient vos problématiques. Ce qui est remonté, c'est que vous avez une problématique de répartition des flux sur l'ensemble de l'année, que vous avez des sites emblématiques où il y a beaucoup de monde en même temps et donc comment faire pour gérer ces flux. Et puis beaucoup sur comment traiter en fait les critères de destination d'excellence. Donc, au niveau de vos attentes, voilà, on va avoir des pistes des idées de comment gérer les flux et l'accessibilité, et puis tout ce qui est en lien, quelles sont les attentes des auditeurs de destination d'excellence pour pouvoir avoir le label. Donc, dans un premier temps, au niveau du programme, on va parler de la gestion des flux. Donc, c'est pour savoir comment gérer les flux lors des pics de fréquentation. Ensuite, on fera un temps questions-réponses sur cette partie-là, gestion des flux. La troisième partie sera sur l'accessibilité. Et puis, on terminera donc avec également des questions-réponses sur notamment la partie accessibilité. Sachant que donc, vous avez le chat, je vous invite à noter vos questions dans le chat au cours de la présentation. Et puis, je reviendrai dessus au moment des questions-réponses à chaque fois. Voilà. Et puis après, on se laissera 10-15 minutes à chaque fois pour parler que vous puissiez poser vos questions. Voilà, j'espère que c'est clair là pour tout le monde. Donc, on est parti. Tout le monde est prêt? Allez, on attaque sur la gestion des flux. Alors déjà, un flux, qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement, un déplacement, hein, qu'on soit bien clair. Et là, quand on parle de la gestion des flux dans destination d'excellence, on en parle à l'échelle de la destination, donc de votre territoire, et également sur les sites de visite qui sont plus emblématiques, qui ont une plus forte fréquentation, et notamment au moment où il y a une très forte fréquentation. Voilà, comme ça, c'est pour recibler un petit peu ce qu'on entend par gestion des flux. Et alors, aussi, un autre détail, quand on parle de flux, c'est pas que des personnes qui vont venir en voiture, par exemple. Ça va être des personnes qui peuvent se déplacer à pied, à vélo ou autre, hein. Voilà, c'est vraiment un mouvement de personnes qui arrivent sur un endroit. Alors, du côté du référentiel, vous avez 3 critères, donc des critères 107 à 109 qui parlent de la gestion des flux. Donc, le premier, c'est l'Office de tourisme informe les clientèles sur les contraintes des flux pour les sites connaissant des pics de fréquentation. Le deuxième, le 108, c'est l'Office de tourisme adapte sa communication ou sa promotion en fonction des pics de fréquentation observés. Et le troisième, le 109, l'Office de tourisme construit et déploie sa stratégie touristique en tenant compte des flux touristiques observés. Là derrière, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que déjà, de un, il vous faut une connaissance des fréquentations qu'il y a sur votre destination. Donc, ce qui veut dire avoir un observatoire. Alors après, je ne sais pas si vous en avez un à l'échelle départementale ou régionale, ou je ne sais pas trop comment ça se passe chez vous. Si, il y a des outils de GRC, notamment par Tourinsoft, en fait, sur le module Tourinsoft. C'est Oui, là que sur toi. les collaborateurs déposent l'ensemble du nombre de contacts ou de demandes enregistrées, le mode de contact. Et ça remonte en fait sur la plateforme régionale. Et les départements peuvent en faire des extractions et les offices aussi également. D'accord. Donc, vous avez accès là à ce qu'il y a au niveau des offices de tourisme comme fréquentation. Après, là, ce qui est entendu aussi, c'est avoir la fréquentation sur les sites touristiques, que ce soit dans un bâtiment ou les sites naturels également. Alors on a ça également puisque la plupart des départements se sont dotés de Fluvision.
Ah Donc oui, ok, là, pour le super. coup, c'est pareil, des extractions Ouais. par zone infra peuvent aussi être faites. Donc ça, c'est aussi un bel outil. Et puis, Mm. des offices peuvent aussi, à discrétion, voilà, commander des études ou d'autres outillages. Mais oui, oui, il y a au moins, il y a ces deux choses de tronc commun pour l'ensemble. D'accord, très bien. Bah, parce que du coup, c'est un petit peu la base pour que vous puissiez après mettre en place des actions. Et puis, il faut vraiment que vous ayez cette connaissance, vous, pour pouvoir agir, pour pouvoir communiquer, informer donc les clients, etc., sur ce type de fréquentation. Et puis, pouvoir les conseiller en fait sur d'autres lieux où ils pourraient aller ou alors sur telle période, les périodes. Que ce soit sur une journée ou sur une semaine, etc. Voilà, pouvoir communiquer, vous, par rapport à ça. Et ce qui vous permet également, en ayant ces données, de pouvoir adapter votre stratégie touristique, puisque vous aurez les informations. Alors, après, ça peut aussi venir sur la stratégie touristique globale de votre destination et qui va dépendre, par exemple, de votre collectivité, où là, il y aura peut-être des aménagements de prévus pour pouvoir gérer un petit peu mieux justement tous ces flux. Voilà. Donc, ce qui est demandé donc, au niveau du référentiel, c'est principalement donc, d'avoir déjà la connaissance des déplacements et surtout les endroits où il y a blocage en fait au niveau de la fréquentation, où peut y engendrer des contraintes et pouvoir donc communiquer et adapter toutes les décisions qui sont prises par rapport à ça. Sachant que donc aussi, on vous demande ça, l'idée derrière, c'est de pouvoir éviter des désagréments à la fois pour les touristes, mais également pour les locaux, hein, pour tout le monde en fait, pour voilà, que ce soit plus agréable et que tout le monde soit plus content du séjour chez vous. Alors, je vais vous donner un exemple. C'est l'exemple bon, qui est à côté de chez moi, du coup, puisque je suis dans le Puy-de-Dôme. Mais comme c'est un exemple que je connais bien et je trouve qu'il est assez parlant, voilà, c'est pour ça que j'ai choisi de vous en parler. Donc dans le Puy-de-Dôme, vous avez la chaîne des Puys il y a 80 volcans en fait qui se suivent là. Et sur cette chaîne des Puys, il y en a deux particulièrement que les gens veulent absolument voir. Quand ils viennent en vacances, ils veulent absolument aller sur ces endroits-là. Donc vous avez, je ne sais pas si vous voyez avec ma souris ou pas là, vous avez le Puy-de-Dôme qui est celui le plus haut de la chaîne des Puys et qui a une antenne dessus, là, qui a une forme voilà, un petit peu spéciale. Ce volcan, le Puy-de-Dôme, on peut monter au sommet. Il y a à peu près 550 000 visiteurs en moyenne par an. Enfin, je pense que c'est un peu plus maintenant, mais voilà, à peu près 150 000. Et vous avez le Puy de Pariou, celui qui représente vraiment le volcan et qui était en photo sur la bouteille Volvic. Donc, tout le monde voulait voir le volcan de la bouteille d'eau Volvic. Voilà. Et alors, ils ont commencé par inscrire le Puy-de-Dôme, donc le grand volcan là. Ils ont commencé par l'inscrire parmi les grands sites de France, ce qui a demandé des aménagements, puisque auparavant, il y avait une route qui tournait autour pour pouvoir aller au sommet et un grand parking, très grand parking, où les gens se garaient un petit peu n'importe comment et c'était pas du tout aménagé. Comme problème, parce que beaucoup de monde qui vont sur ce lieu, ils ont donc dû faire des aménagements où là, ils ont mis en place, fait installer un train à crémaillère que vous avez là en photo, qui repart sur la route. Ils ont mis en place des bus pour aller depuis le centre de Clermont-Ferrand et d'autres lieux pour aller au point de départ du train à crémaillère. Enfin, vous voyez, ils ont fait toute une chaîne. Il y a du transport à la demande, etc. Ils ont fait plein d'aménagements, également sur le dessus, pour pouvoir gérer ces flux. Et ça, c'est ouvert toute l'année. Avant, il n'était pas forcément possible d'y accéder toute l'année parce qu'il y a de la neige en hiver. Et maintenant, avec le train à crémaillère, c'est possible d'étaler ce flux touristique. C'est possible de l'étaler toute l'année. Euh, voilà, donc ça, c'est un premier aménagement qu'ils ont fait. Et la deuxième chose, par rapport notamment au puits de Pariou, qui est un volcan, les gens montent, enfin,
monté, du coup, je parle au passé, mais énormément, donc ce qui détruisait aussi l'environnement. Là, il y a eu un travail avec le parc naturel des volcans qui s'est rapproché avec le département et le parc naturel des volcans, qui s'est rapproché des offices de tourisme pour former le personnel qui était à l'accueil, et notamment les saisonniers, et qui a modifié également les documents de promotion en n'indiquant plus la randonnée qui se faisait pour aller au sommet du Puy de Pariou. Donc c'est leur choix. Ils nous ont demandé, office de tourisme, de plus du tout communiquer sur ce puits-là et en renvoyant les personnes sur d'autres sites. Parce qu'il y avait vraiment beaucoup trop de monde. Donc, il a fallu revoir toute la communication. Ils ont refait des outils. D'ailleurs, si vous allez sur leur site internet, vous ne verrez pas la randonnée pour aller au Puy de Pariou, par exemple. Voilà, vous voyez ça, des exemples parce que je vous les ai donnés aussi parce que vous avez, vous, des sites, notamment les sites mémoriels, les plages, des débarquements, etc., qui sont, je pense, assez similaires. Vous avez aussi, et sur certaines périodes notamment, vous avez beaucoup de monde et tout le monde veut aller au même endroit. Là, c'est pareil, vous avez tout le monde qui veut aller au Puy de Pariou, tout le monde qui veut aller au Puy de Dôme. Donc, c'est pas l'office de tourisme en lui-même qui a pu agir en fait pour faire bien sûr les aménagements, ça, voilà, on peut le comprendre, mais à moins que vous soyez gérant d'un site particulier. Mais là, c'est un travail qui a été fait en commun en fait entre les collectivités, le parc naturel et les offices de tourisme. Tout le monde était associé en fait pour pouvoir mener ce projet, et donc maintenant c'est en plus inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, toute la chaîne des puits et ce qu'on appelle la faille de Liman qui est en dessous. Voilà, donc ça attire vraiment beaucoup de monde et du monde entier, et comme ça vous voyez à peu près comment ça, ils ont le choix qu'ils ont fait, et c'est vrai que maintenant c'est plus régulé. Il y a le flux est limité parce que de toute façon le train on peut pas en mettre plus, donc voilà, les autres ils sont obligés d'attendre, donc il y a un flux régulier du coup toute la journée pour pouvoir aller au sommet du Puy de Dôme. Voilà, donc ça c'est un premier exemple. Ensuite, je voulais vous parler de 3 recommandations que je vais vous faire par rapport au référentiel destination d'excellence. Donc, le premier, c'est de collaborer avec les gestionnaires des sites, que ce soit des sites privés ou des sites publics. Il faut bien que vous soyez en relation avec eux pour pouvoir obtenir les informations, notamment lors des fortes fréquentations. Je ne sais pas si vous avez par exemple un site qui accueille des groupes et que vous savez qu'il y aura des bus qui vont venir de telle date ou de telle heure à telle heure, etc. Il faudrait que vous soyez en capacité d'obtenir ces infos-là de leur part, qu'ils puissent vous contacter. Donc pour ça, il faut avoir une bonne relation, qu'ils puissent vous contacter pour que vous en informez, que vous puissiez relayer en fait l'information, et que vous puissiez également anticiper ces pics de fréquentation avec eux. Anticiper, ça veut dire voir vous de votre côté comment vous pouvez communiquer autrement, quel message vous devez passer, etc. La deuxième recommandation, c'est donc d'anticiper ces pics de fréquentation dans votre plan de communication. Pour ça, pour pouvoir le faire, il faut que vous ayez des visuels et des messages. Si je reprends l'exemple là de la chaîne des puits, celui que je vous ai donné, les visuels qu'il fallait avoir, c'était bien sûr sur d'autres volcans où les gens pouvaient aller et avoir la même superbe vue sur toute la chaîne des puits. Faut pouvoir anticiper ça parce que c'est-à-dire faut à peu près une année à l'avance, faut anticiper pouvoir prendre des photos de ces endroits, que vous puissiez au moment même avoir les bons outils en fait pour pouvoir communiquer. Donc vos messages, vos visuels, tout ça, il faut les prévoir en amont. Il faut également prévoir cette communication sur tous vos supports de com et qui ciblent tout le monde. C'est-à-dire pas forcément que les touristes. Donc vous avez le grand public, bien sûr, tous ceux qui sont sur place, mais ceux qui vont venir également. Vous avez les locaux aussi,
et notamment les socioprofessionnels. Il faut que tout le monde puisse avoir le même discours. Donc, c'est en ça qu'il faut pouvoir anticiper. En fait, c'est un travail en amont à vous de faire au niveau de votre plan de communication. Et il faut peut-être prévoir aussi un plan B, pas avoir qu'un plan A. Hein. Quand vous avez, je ne sais pas si c'est possible de votre côté, mais vous pouvez peut-être avoir des endroits qui vont fermer parce qu'il y a trop de monde, donc ils sont obligés de fermer, que vous puissiez rapidement pouvoir communiquer. Donc, pour ça, il faut que vous ayez prévu un plan B et que vous ayez donc vos visuels, vos messages, etc. Je peux vous donner d'ailleurs un autre exemple de dernier office de tourisme où j'ai travaillé. On a donc pareil, toujours un volcan, mais dans lequel on peut se baigner. Ça s'appelle un gour, voilà, c'est un rond. Il y a de l'eau dans le volcan et c'est un superbe site. On communiquait beaucoup dessus parce que ça attirait ça attirait des personnes sur le territoire. C'était un peu un lieu phare. Euh, et à un moment, il y a eu trop de monde en fait sur ce site. Ce que l'on a fait, c'est donc on a refait une campagne de communication et il y a eu des aménagements de faits, etc. On a fait participer à un comité de pilotage pour gérer le site, pour améliorer justement tous ces flux. Et on a également fait des visuels et prévu des supports de com pour pouvoir les emmener en fait sur un autre site. Qui était également un site de baignade qui était tout aussi beau, hein, mais voilà. Donc là, l'idée, c'est on a vraiment anticipé en fait pour pouvoir et travailler donc avec les gestionnaires du site pour pouvoir euh, envoyer, j'ai envie de dire, les personnes sur un autre site, leur donner envie d'aller ailleurs. Et d'ailleurs, sur ce bourg, une année, il y a eu fermeture parce qu'il y a eu une bactérie en fait dans l'eau. Et bien, il a bien fallu aussi que l'on puisse renvoyer sur d'autres endroits et communiquer auprès de tout le monde. Et donc, voilà, ça s'anticipe. Hein, prévoyez-le. La troisième recommandation, c'est donc lié à votre stratégie touristique de la destination. Alors, généralement, la stratégie touristique, elle est faite avec la collectivité. Donc, c'est à vous de sensibiliser la collectivité, que ce soit les agents ou même les élus, sur les problématiques qui sont remontées. Vous pouvez d'ailleurs vous appuyer sur vos outils de fiches de suggestion, vos fiches de réclamation ou tout ce qui est remarques, etc., que vous collectez. Hein, au niveau des accueils et autres, par d'autres biais. Tout ce que vous pouvez collecter, vous pouvez vous appuyer dessus et donc également les informations que vous avez sur l'observatoire en fonction des fréquentations, des résultats de fréquentation que vous avez sur tous les sites. Donc, c'est à vous d'accompagner, j'ai envie de dire, la collectivité pour mener cette stratégie touristique. Ensuite, vous avez donc la stratégie globale de l'Office de tourisme, où là, il faut pouvoir adapter également en fonction de la stratégie touristique de la collectivité. Vous adaptez votre stratégie globale à vous, Office de tourisme, et dans laquelle il y a donc cette partie gestion des flux. Donc, sachant que vous, ça reste beaucoup sur l'information, sur la communication, auprès de, normalement, en général, vous n'avez pas de pouvoir, en fait, de mission d'aménagement. Donc, pour vous, ça va être principalement du relais d'information et de la communication. Et il faut également que vous puissiez mettre cette information comme quoi vous savez gérer les flux et savez rebondir s'il y a un gros pic de fréquentation au niveau de vos stratégies de chaque service. Donc, service communication, le service accueil, même commercial, numérique, toutes vos stratégies que vous pouvez avoir, même sur l'événementiel, etc. Il faut vraiment pouvoir en tenir compte. Et puis, bien sûr, ça, après, vous le retrouvez dans votre plan d'action global de l'Office de tourisme. Voilà. Donc, tout ça, ces recommandations, ce sont des choses que l'auditeur va regarder
va regarder quand il sera sur place, en fait, enfin, ce qu'on appelle donc en découvert. Comme le disait Marie-Flo tout à l'heure, vous avez la visite ministère et puis vous avez la partie plus où il y aura un échange en fait avec l'auditeur qui va vous demander des informations. Et donc, ça sera sur cette partie-là qu'il va falloir pouvoir démontrer que vous l'appliquez. Alors, l'auditeur va vous demander quand même, normalement en amont, vos documents de stratégie, parce que ça fait partie de l'audit documentaire. Enfin, ça, c'est voilà, c'est possible de le voir en amont, mais voilà, il est possible que l'auditeur vous pose des questions sur, eh bien, j'ai vu, je sais pas moi, il y a eu telle animation à telle date, comment vous avez fait pour gérer la problématique des flux, qu'est-ce que vous faites? Et puis, il va pouvoir regarder également au niveau de votre communication, est-ce que vous renvoyez plutôt sur un site plutôt qu'un autre? J'ai eu dans le questionnaire que je vous avais fait passer, il y avait donc eu la demande, enfin la remarque, comme quoi vous avez des gens qui vous demandent absolument à aller sur les sites mémoriels et que du coup, ils veulent vraiment y aller, que vous savez pas très bien quoi faire en fait pour pouvoir les emmener, enfin les renvoyer sur un autre site. Bah ça, j'ai envie de dire, c'est un message que vous allez passer vous, c'est sur la communication que vous allez passer, et c'est là qu'il faut vraiment axer. Si c'est un vrai problème que vous avez même sur une période donnée, vous pouvez également, je donne un exemple, hein, parce que je ne sais pas très bien à quel moment vous avez ces pics de fréquentation, mais si par exemple sur un site mémoriel, vous avez du monde, je ne sais pas moi, de 10 heures à midi ou de 15 heures à 17 heures, j'en sais rien. Bon, c'est un exemple donc. Vous avez du monde à ce moment-là. C'est à vous de pouvoir communiquer auprès des touristes que les gens peuvent venir avant, enfin je sais pas si votre site il est ouvert de 8 heures à 19 heures ou à 20 heures, que les gens peuvent venir de 8 heures à 10 heures plutôt, ou sur le temps de midi, ou plutôt le soir, parce que la lumière est comme ci, parce que essayez de trouver des avantages en fait pour donner envie. C'est à vous de donner envie dans vos messages et dans votre com, de donner envie aux gens d'y aller sur d'autres moments. Euh, oui, par rapport à ça. Et puis, accès. Alors, euh, je vais vous donner un autre exemple, mais personnel. Là, du coup, j'ai été, il y a 2, 3 ans, j'ai été en Normandie en vacances. Et bien sûr, avec mes enfants, on a dit, ben, on va aller sur les sites quand même. On est en Normandie, on va aller voir les plages, et puis on va aller sur. Enfin, bref, ce que tout le monde vous demande, quoi, je pense. Et donc, on y allait, mais pas sur les horaires en pleine journée, en fait, où il y avait du monde. On y a été le soir, par exemple, sur les plages, on a été le soir. Il y avait une lumière magnifique, d'ailleurs, c'était super beau. Et vraiment, on n'a pas regretté du tout. Et puis, parce que nous, on n'aime pas trop non plus être avec plein de monde tout le temps. Donc, du coup, voilà, on essayait de trouver les endroits, mais c'était vraiment super beau. Donc, je pense que vous avez voilà, des choses à mettre en avant. C'est pareil, on a été faire du vélo dans un endroit où il n'y avait pas grand monde et c'était super chouette. Et puis on a mangé une super glace à Isigny, vraiment la meilleure que j'ai mangée, bref. Mais, mais c'était des endroits où il y avait un petit peu moins de monde. C'est vrai que vous avez des personnes qui viennent chez vous et qui connaissent quelque chose, enfin les plages, qui connaissent les sites et qui veulent absolument les voir. Mais vous, dans votre discours et dans les arguments que vous pouvez mettre aussi pour les conseillers en séjour, vous pouvez les emmener sur d'autres sites et vous pouvez valoriser d'autres sites qui sont tout aussi beaux. Voilà. On va passer à la partie où vous pouvez poser vos questions. Je vais regarder dans le chat. Alors, si j'arrive à retrouver mes petits. Alors, il y a Océane de Cœur de Nacre qui dit: Je me permets de rebondir, vu que ma problématique vient d'être évoquée, nous avons communiqué en amont à l'accueil sur l'agenda, donc l'agenda des animations, je suppose, et nous avons été en reportage, donc en direct sur les petits sites, et ces petits sites n'ont pas été fréquentés car les visiteurs ne voulaient pas quitter le littoral et les plages.
On a eu aussi des reproches de visiteurs qui n'ont pas accepté notre conseil d'éviter les lieux emblématiques. Quel discours peut-on apporter? C'est vrai que c'est pas évident de pouvoir changer votre discours. C'est un peu ce que je vous disais, c'est d'avoir les arguments qui vont faire que vous allez pouvoir leur donner envie. Et vous avez cette option-là. Trouver en fait les arguments et les donner donc aux conseillers en séjour qui sont directement en lien avec les touristes. Donner des arguments, avoir des beaux visuels qui donnent envie vraiment d'aller sur ce site-là. Euh, Vous avez tout ce qui est presse également. Enfin, vous voyez hein, toute la communication que vous pouvez avoir. Hein, vous pouvez accéder en faisant passer un message par différents moyens. Et sinon, donc, vous pouvez leur dire, OK, vous pouvez aller très bien sur ce site-là, mais je vous conseille d'aller plutôt donc, de telle heure à telle heure s'il y a moins de monde, ou tel jour s'il y a moins de monde. Je peux vous donner d'ailleurs aussi un autre exemple. Sur ce territoire, enfin, dans le Puy-de-Dôme, il y a le site Vulcania, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un site, à la base, c'est un musée sur les volcans et puis qui est devenu un peu parc d'attractivité, quoi. Euh, et ils ont énormément de fréquentation également. Et ils ont mis en place des tarifs différenciés en fonction des jours, parce qu'ils savent que le jeudi, ils ont moins de monde. Donc, ils nous ont communiqué, nous, en nous disant, envoyez les gens plutôt le jeudi, et puis en plus, c'est moins cher. Voilà, c'est une politique qui a été faite par eux et donc qui font avec les offices de tourisme en mettant en avant, en disant, ben, et c'est parce qu'il y a une communication avec les offices de tourisme que ça a pu se faire et qu'on a pu orienter plus de personnes et donc rééquilibrer la fréquentation touristique. Vous, je suppose que, enfin, je ne sais pas si enfin, apparemment, si vous avez les données de fréquentation, même sur ces sites mémoriels, donc vous devez savoir s'il y a des moments dans la journée ou des certains jours où il y a moins de monde. Alors, vous pouvez ouvrir votre micro hein, pour le dire. Oui, bonjour. Bonjour. Donc pour ce qui est, alors nous on a un tout petit territoire et on a vraiment un seul gros site du coup emblématique qui est le centre Juno Beach. Sur une année, c'est 100 000 visiteurs environ et c'est vrai que la semaine du 6 juin pour nous est une semaine qui est très intense. Et le centre Juno a toujours le réflexe de nous envoyer 15 jours en amont déjà tous les groupes qui viennent toutes les infos parce qu'ils ont des créneaux de visite guidée qui sont du coup qui sautent, qui sont bloqués, donc ils nous en informent en amont pour que nous on puisse en communiquer à l'accueil. Il y a des jours où ils ferment aussi parce ils ont trop de groupes, donc ils nous préviennent aussi pour qu'on dise aux individuels qui ne peuvent pas se rendre sur ces journées-là au centre Juno. Mais après, il est vrai qu'on n'a pas forcément d'échange quotidien pour savoir quelle est la fréquentation quotidienne dans le musée. Vous savez pas s'il y a des jours qui vont être moins fréquentés ou des heures ou des choses comme ça, vous savez pas. Du tout. Ouais, Du tout. c'est peut-être ça où vous pouvez jouer vous en fait, pour pouvoir dire si vous savez qu'il y a des groupes, donc beaucoup de bus qui arrivent de telle heure à telle heure, essayez de voir si les individuels peuvent aller sur d'autres créneaux Mm. et voir si ils regroupent les groupes, parce que les groupes viennent toujours en même temps. Mm. Est-ce que eux, parce qu'il y a des visites guidées pour les groupes, est-ce que ça va être, je sais pas moi, que les mardis ou que les mercredis, etc. Et dans ce cas-là, vous communiquez sur d'autres jours où les gens, les individuels peuvent aller. C'est là qu'il faudrait creuser en fait sur les sites mémoriels, enfin oui, sur puis tous les grands sites en fait que vous avez. C'est comme ça, je pense que vous pouvez jouer et étaler un petit peu plus la fréquentation. Mm. Après, c'est comment la gestion là, de ces sites? C'est du privé, c'est du public? Nous, c'est du privé. C'est du privé, Oui. ouais. Donc oui, il faudrait vous rapprocher d'eux et essayer de... Ou alors avec les statistiques, je sais si vous pouvez avoir ce détail-là, essayer de voir si vous pouvez avoir ça. Mais vous rapprocher d'eux même pour qu'ils vous préviennent bien ouais, de quand eux, ils ont prévu d'avoir beaucoup de monde. Savoir quel message, vous, derrière, vous pouvez passer. Parce que oui. C'est sûr que vous aurez,
après, dans tous les cas, hein, que vous passiez un message aux individuels en leur disant bah, vaut mieux aller à telle période ou à tel moment, tel jour, vous aurez peut-être des personnes qui ne seront pas très contentes. Mais si vous leur expliquez bien le pourquoi vous leur conseillez ça, en général, ça passe. Hein. Ah, est-ce que vous avez d'autres sites qui peuvent être un peu similaires? Alors, sur notre territoire, non. Parce qu'on a un deuxième musée du débarquement, mais qui est beaucoup plus petit et qui, lui, ne fait que 10 000, en fonction des années, entre 10 et 12 000 visiteurs par an. Donc, c'est pas du tout la même fréquentation, mais c'est un musée qui est beaucoup plus spécifique. Sinon, après, le flux naturel, en termes de visite, le plus gros site qui est à visiter à côté de chez nous, ça va être à Romanche, juste à côté. Et c'est possible de les envoyer aussi sur ces sites-là? Alors là, c'est des sites qui vont être beaucoup plus gros. Alors nous, on essaie d'envoyer sur des sites qui sont moins connus. Ouais, Je pense très que mes bien. collègues qui sont aussi sur les plages du débarquement ont le même souci. Souvent, les gens, en fait, ils veulent absolument voir les incontournables et ils veulent être là où sont les plus gros événements, surtout bah, sur Ouais. la semaine d'anniversaire. Et on a beau, voilà, beau leur expliquer, leur conseiller, même, je vais vous citer un exemple. On a eu, nous, l'an dernier, le 8 juin, on a eu le spectacle de la Patrouille de France à Romanche-les-Bains. À Romanche, à l'année, c'est un tout petit village où il y a à peine, il doit y avoir quoi, peut-être 1000 habitants. Ça se situe dans une cuvette et vous avez plus de 100 000 personnes qui arrivent sur ce site-là pour pouvoir justement voir, bah, voir le spectacle, voir toutes les animations. Et nous, moi, mon office de tourisme, il est situé à 12 kilomètres. Vous avez déjà des bouchons sur la route à partir de notre commune, en fait. Donc, on essaie de dire aux gens de ne pas y aller, mais les gens, ils souhaitent y aller par tous les moyens, quitte à rester coincés sur la route et à ne rien voir, en fait. Mais après, là, c'est aux organisateurs, finalement, de voir s'ils peuvent pas mettre des transports, qu'il y ait un parking plus loin et puis Mm. qu'ils fassent venir avec un transport. Après, vous avez le bon exemple hein, avec le Mont-Saint-Michel, hein, j'ai envie de dire. Hein, gestion des flux du Mont-Saint-Michel, avec tous les aménagements qu'ils ont fait, c'était pour ça. Hein, c'était beaucoup trop, il y avait beaucoup trop de monde en même temps et c'était plus, c'était agréable pour personne, quoi. Et donc, l'aménagement de parking et après faire des transports qui vont sur les sites, souvent, ça allège un petit peu. Et puis, pour les habitants, c'est quand même plus confortable que d'avoir des voitures garées n'importe comment, n'importe où. Ouais. Mm. Donc, vous, votre rôle en tant qu'office de tourisme, puisque c'est pas vous, je suppose, qu'organisez ces événements-là, ça va être de pouvoir conseiller, en fait, de rentrer en relation avec ces personnes et de pouvoir leur proposer des idées comme ça. Mm. Mm. Et ça, vous pouvez donc le noter, par exemple, dans vos stratégies, vous pouvez le noter, ça, par exemple. Hein. Comme ça vous fait aussi une preuve de ce que vous souhaitez mettre en place. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, vous pouvez aussi ouvrir le micro et puis parler directement. Si vous avez des problématiques de votre côté. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, je suis Céline Fourquet, je suis la responsable qualité du territoire de Deauville. Moi, j'ai une question. Si la collectivité n'a pas de stratégie de gestion des flux, quelle est notre position, enfin, quelle position doit-on tenir? Parce que j'imagine que c'est pas à nous de mener à bien cette politique de gestion des flux. Donc, quelle serait notre solution? Bah, c'est sûr que vous, enfin, la gestion des flux, ça se fait avec la collectivité obligatoirement parce que généralement, il y a des aménagements derrière. Donc, c'est pas l'office de tourisme qui peut le gérer tout seul. Donc, c'est pour ça que je disais, faut le gérer avec enfin, faut vraiment avoir une bonne communication avec que ce soit le privé ou que ce soit le public, voilà, parce que ça ne dépend pas que de vous. Euh, comment vous pouvez l'intégrer dans votre propre stratégie, hein, c'est ça la question. Oui, alors là, j'ai quelques pistes au vu de ce que vous avez pu nous expliquer, mais en fait, je m'interrogeais si déjà il y a peut-être même une volonté de ne pas gérer les flux, comment nous, on peut aller au-delà de notre rôle, en fait. Votre objet, enfin, et l'objectif dans Destination d'excellence, c'est que les touristes passent un bon séjour et une bonne image de votre territoire. Donc, s'il n'y a pas de volonté
politique de gérer ces flux-là, vous pouvez quand même passer un message et quand même communiquer pour dire, enfin, ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, dire on vous conseille d'aller à tel endroit plutôt, etc. Voilà. Vous pouvez, vous, en prendre la responsabilité, j'ai envie de dire, et vous, c'est votre rôle. Même si au Oui, niveau... oui, ça Après, ça d'accord, oui. dépend. Est-ce que vous avez une question, enfin une demande de la part des élus qui vous disent surtout vous communiquez sur ce site-là parce que moi je veux qu'il y ait beaucoup de monde sur ce site-là et Non, n'envoyez pas ailleurs. Est-ce que vous avez ça comme... non. Non. Bon. Donc, vous pouvez très bien, vous, euh, décider dans votre stratégie, parce que vous avez, selon vos statistiques, vous avez vu qu'il y avait beaucoup de monde à tel endroit et à tel endroit, et que vous estimez que pour un meilleur confort du séjour des vacanciers, des touristes, et des habitants également, à prendre en compte, hein, qu'il vaudrait mieux communiquer ou inciter les personnes à aller sur tel site ou tel site. Voilà. Et c'est une compétence communale ou intercommunale, la gestion des flux? Bah, ça dépend comment vous êtes structuré. Alors, si ça dépend des sites en fait. Est-ce qu'ils ont une gestion communale ou ou intercommunale? Je ne sais pas. Souvent, ça va aller ensemble. Les investissements, c'est souvent l'intercommunalité qui les porte, parce que la commune va avoir moins de moyens. Donc, mais après, Parce que ça là, dépend. concrètement, pour toutes les stations qui sont littorales, les pics, ça va être les plages. Hum, Les plages, les jours de beau temps, de forte chaleur, etc. Et le client, bah, comme disait ma collègue de Cœur de Nacre, c'est ça qu'il veut, c'est pas autre chose. Et des ouais. journées comme ça où vraiment, on va dire, ça déborde, hein. Quand je dis ça déborde, c'est il n'y a plus de place de stationnement. Enfin, voilà. Sur une année, sur 365 jours, c'est pas non plus. Vous voyez, quand vous donnez l'exemple des volcans, ou du Mont-Saint-Michel, effectivement, on n'a pas forcément tous des pics à ce point ou sur une durée en nombre de jours dans l'année qui font que, bah, effectivement, ça nécessite une stratégie politique sur le sujet. Hmm. Vous avez sur un moment donné, parce qu'il y a une belle semaine où il va faire très beau, très chaud, vous avez plein de monde qui va sur les plages, c'est ça en fait. Oui, ou 14 juillet, 15 août, Ouais, des dates classiques qui dépendent de la météo. qui dépendent aussi de la météo, effectivement. Ouais. Dans ces cas-là, là, c'est plus sur l'exemple que je vous donnais avec l'endroit ou de baignade aussi, hein, finalement, donc c'est la même chose un peu, un endroit de baignade où il faut que vous, enfin, vous, est-ce que vous avez un plan B où vous pourriez envoyer les gens où ils pourraient se baigner aussi, par exemple? Bah, non, Il y pas a- vraiment un plan B qui soit, par exemple, les plages plus petites, admettons, vont avoir des solutions de parking dimensionnées à la taille de la plage, et en fait, ça va pas pouvoir absorber les flux forcément. Hmm. Parce que vous avez cette possibilité-là de renvoyer vers d'autres sites. Hmm. Ou alors leur proposer même d'autres choses, c'est-à-dire que sur les périodes très chaudes où ils veulent tous aller sur la plage, leur dire mais vous pouvez faire aussi ci et Oui. ça, et là ce sera mieux même, et puis profiter de la plage plutôt en fin de Hmm. journée Donc, ou le dans ce matin. cas-là, dans ce cas de figure, ce qui est attendu lors de l'audit, c'est plutôt des éléments de communication finalement. C'est beaucoup de la communication, puisque vous, les aménagements, vous ne pouvez pas les faire. C'est que vous puissiez C'est ça. relayer l'information de la part des sites qui sont gérés par un tiers, que vous puissiez relayer cette information-là, que vous puissiez communiquer aussi sur votre site Internet, parce qu'on va regarder sur votre site Internet en amont Hmm. euh, comment vous gérez en fait ces flux. Est-ce que vous renvoyez les gens plutôt sur tel endroit ou pas? Ou est-ce que vous communiquez que sur justement l'endroit emblématique? Et dans ce cas-là, on se dit, bon, il y a peut-être un petit souci. Ok, Parce que si tout le monde, si vous renvoyez tout le monde, il y aura un problème de gestion de flux. Oui, ça va être beaucoup en fait sur la communication. ok, Ouais, merci. je vous en prie. J'avais Après, une de toute question aussi. manière, les offices de tourisme, pardon, les offices de tourisme, vous avez des actions, enfin vous en lien, j'ai envie de dire, enfin envers les visiteurs, c'est beaucoup sur de la communication hein, de toute manière. Justine,
Oui, j'avais une question, pardon. Est-ce que ce sera pris en compte la gestion des flux là dans l'enceinte vraiment de l'Office du Bureau d'information touristique? Parce que nous, par exemple, on va avoir énormément de flux sur notre bureau de Ouistreham le 6 juin. Ça, on le sait. Est-ce que ce sera pris en compte tout ce qu'on met en place en termes RH, le nombre de conseillers en séjour qui est présent sur ce jour-là, comment est-ce qu'on s'adapte à ce genre de situation? Ou Oui. alors pas du tout, là c'est vraiment sur les flux qu'il va y avoir dans les différents sites touristiques et pas aux Non, offices. ça concerne également, oui, les flux que vous avez, vous, au niveau de vos bureaux d'information touristique, ouais, D'accord. de vos points d'accueil. Donc, en effet, sur la partie RH, est-ce qu'il y a assez de monde? Est-ce que vous, du coup, vous créez un circuit? Est-ce qu'il y a des zones d'attente Ça en fait partie, hein, d'ailleurs, des critères, hein, savoir si les personnes ont un endroit pour patienter le temps que vous puissiez leur répondre. Bien sûr, bah, il y a la partie des langues aussi, hein, pouvoir avoir des personnes qui puissent répondre à tous vos touristes, même en langue étrangère. La séparation, bien sûr, c'est un bureau qui est très fréquenté. La séparation du téléphone ou d'autres moyens d'accueil, euh, pardon, autre mode de contact. Tout ça, il faut bien que ce soit séparé de l'accueil physique quand vous avez un bureau qui est très, très fréquenté. Et ça sera vu principalement pendant la visite mystère, donc sur site. Si l'auditeur vient le jour où il y a beaucoup de monde, ben, il verra comment c'est géré. Voilà, tout simplement. Mais c'est vrai que j'ai plus axé sur les sites emblématiques parce que souvent il y a une problématique sur ce point-là. Mm. Et, euh, et voilà. Mais après, oui, sur les bureaux en eux-mêmes, vous, au niveau de vos accueils, il faut que vous puissiez gérer ces flux-là aussi. Ouais. Que ce soit sur l'attente, que ce soit pour répondre. Enfin, en fait, il faut qu'il y ait les mêmes services, qu'il y ait beaucoup de monde ou qu'il n'y ait pas beaucoup de monde. Donc, ça va être sur l'aménagement aussi de votre bureau, hein, les moyens humains et l'aménagement du bureau. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport au flux? J'avais juste une remarque, mais je l'avais mis dans les commentaires. Ce que j'en comprends, c'est que nous, on sera évalué sur la façon dont on communique sur les périodes un petit peu tendues et pas forcément sur la façon dont les visiteurs vont entendre ce qu'on va dire, quoi, puisque on sait bien que s'ils ont absolument envie d'aller à la plage au moment où il y a tout le monde, et ben, je pense que nous, on peut être qu'évalué sur la façon dont on leur dit, ah, on vous conseille aussi peut-être d'aller ou à d'autres moments ou sur une autre plage, mais on peut pas aller au-delà de ça. Ben non, vous n'avez pas de pouvoir pour pouvoir. Enfin, c'est pas vous qui allez décider en fait à la place des personnes, hein. Vous êtes là pour donner des conseils et pour inciter et à passer un message qui peut leur donner envie de faire autre chose, une autre activité que d'aller à la plage, par exemple, ou d'aller ailleurs. Voilà. Comme d'aller manger une super glace à Isigny plutôt que d'aller à la plage. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je pense que tu peux Non? On poursuivre. continue? Mm, mm. Ok, alors, on passe sur l'accessibilité. Donc là, l'accessibilité, c'est au niveau de l'Office de tourisme dont on va parler et notamment sur la partie tourisme et handicap. Donc là, il y a plus de critères. Vous en avez 8 et vous en avez 4 qui sont obligatoires. Les 4 obligatoires sont les critères 121, 125, 126 et 127. Le 121 dit l'établissement a sensibilisé son personnel à l'accueil des personnes en situation de handicap. Le 125, l'établissement informe les clientèles sur son accessibilité effective. Alors attention, parce que celui-là, il a un coefficient de 9.
Les autres ont un coefficient 3, mais le 125 a un coefficient 9. D'accord? Et il faut que vous puissiez dire si vous avez une dérogation concernant notamment le handicap moteur. Voilà, si vraiment c'est pas possible d'aménager, enfin, qu'il y ait une accessibilité pour une personne avec un handicap moteur et que vous avez une dérogation, ça faut pouvoir le justifier. D'accord? Ensuite, le critère 126, c'est le professionnel, donc l'Office de tourisme, a rempli son registre public d'accessibilité et le tient à disposition de sa clientèle. Et le 127, le professionnel a renseigné sa fiche sur accès libre. Je vais vous montrer le type de registre. Je ne sais pas si vous le connaissez. Alors, est-ce que ça va bien marcher? Je ne sais pas. Vous le voyez là ou pas? Non? Non, pas encore. Peut-être que tu arrêtes le partage et que tu relances. Ouais, il faut que j'arrête celui-là. Là, vous l'avez? Oui, Là, c'est bon. Donc, le registre, en fait, vous avez un modèle de document que vous pouvez compléter. Il suffit de compléter. Là, c'est un PDF. Vous pouvez compléter directement sur le fichier. Vous voyez, c'est le document qui demande comment c'est accessible, est-ce que le personnel informe, etc. Il vous suffit, en fait, si vous avez du matériel adapté, voilà. C'est assez simple. Et ce document-là, bah, vous le complétez et vous le mettez à disposition dans tous vos accueils. Et vous mettez une information également sur votre site Internet. Vous pouvez le mettre en téléchargement, par exemple, sur votre site Internet, ou vous mettez une information. Quand vous présentez, vous mettez vos horaires d'ouverture et tout ça là sur votre site Internet, vous mettez également quelle est l'accessibilité à votre office. OK? Est-ce que vous avez besoin que je vous mette le lien pour télécharger le fichier? C'est bon? Oui, moi je veux bien, oui. Ouais. Alors, je vais vous mettre les deux liens. Je vais vous mettre aussi accès libre en même temps. Hop. Le chat, il est là. Et bien, c'est pourquoi ça ne veut pas me le copier et le coller. Je recommence. Ok, ça ne veut pas, bien sûr. Sinon, on pourra mettre le lien dans l'envoi mail qu'on fera suite au webinaire, si jamais ça ne Ouais, fonctionne pas parce que maintenant. là, je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas me le copier. Je sais pas. Je vous le renverrai. Alors, je repartage. J'ai tellement d'écrans d'ouvert, moi. Voilà, pardon. Là, vous voyez du côté du référentiel, hein? Oui. Ouais. Ok. Donc, vous avez également donc, la fiche à renseigner sur Accès Libre. Accès Libre, c'est vous connectez en fait sur le site internet accèslibre.beta.gouv.fr et vous pouvez après cliquer sur déclarer en fait mon accessibilité. C'est pareil, vous remplissez un formulaire et voilà. Donc ça, c'est les critères obligatoires. Donc vous en avez deux qui sont simples. Les deux derniers là qui sont assez simples, hein, il faut remplir des documents. Et après, vous avez donc la sensibilisation du personnel et l'information des clients sur votre accessibilité. Et ensuite, vous avez 4 critères qui sont des critères bonus. Vous avez l'établissement est labellisé tourisme et handicap, le professionnel, donc l'Office de tourisme a réalisé une auto-évaluation tourisme et handicap,
Le professionnel s'engage dans les 3 ans à se faire labelliser tourisme et handicap ou s'engagera dans une autre démarche d'accessibilité et le site du prestataire est conforme au principe RGAA. Donc, soit vous êtes labellisé tourisme et handicap, et dans ce cas-là, l'auto-évaluation, tout ça, vous n'êtes plus concerné. Et ce sont donc des bonus. Si vous faites l'auto-évaluation tourisme et handicap, là c'est assez simple, enfin c'est assez simple, ça prend un petit peu de temps quand même, mais ça reste quand même assez simple à faire. Vous allez directement sur le site de tourisme et handicap et puis vous pouvez faire l'auto-évaluation. Enfin, vous avez un lien après vers l'auto-évaluation qui est, je ne sais plus si c'est le Atout France ou je ne sais plus quel lien c'est exactement. Attendez, je dois l'avoir là. Ah non, je ne peux pas le voir. Voilà. Alors, par rapport au site internet conforme au principe RGAA, là où ça bloque souvent pour pas mal d'offices de tourisme, donc c'est pas très simple quand même de refaire son site et le mettre conforme au principe RGAA. Il y a beaucoup d'offices de tourisme qui travaillent avec un peu les mêmes agences web qui fait vos sites internet. Je pense que d'ici peu de temps, ils vont bientôt se mettre à vous proposer des nouvelles versions de vos sites internet avec ces principes-là, parce qu'il va y avoir des demandes de la part d'offices de tourisme. Donc voilà, je pense que vous attendez un petit peu, ça reste un bonus. Enfin, de mon point de vue, ça reste personnel. Ne faites pas beaucoup de dépenses maintenant pour refaire votre site internet, surtout si vous venez juste de le refaire. Voilà, je pense que d'ici quelques années, tous les sites seront conformes au principe RGA. Pour info aussi, il y a un article qui est sorti sur ce sujet dans l'écotouristique, là. Si vous voulez aller le voir, allez le lire, je vous invite à aller le regarder, cet article, pour avoir quelques infos dessus. Et j'avais une question, est-ce que vous avez une aide au niveau notamment départemental pour pouvoir vous faire accompagner, pour faire une auto-évaluation sur site? Est-ce que vous avez un service pour être labellisé tourisme et handicap? Est-ce que vous avez quelqu'un qui peut vous accompagner? Alors, il y a au niveau de la région Normandie un C'est la région. organisme qui s'appelle Coordination Handicap, qui peut effectivement aider toutes les filières, tous les sociopros, donc les offices compris, pour avoir de la mise en accessibilité. Et ils peuvent aussi faire un audit conseil en Ah amont oui, de très bien. l'audit certifiant. Ouais, je vous conseille, voilà, si vous pouvez faire ça et que vous n'êtes pas labellisé tourisme et handicap, c'est toujours bien en fait qu'il y ait une personne qui puisse venir sur place, vous donner les conseils, savoir ce que vous pouvez faire, etc. Vous pouvez toujours faire l'auto-évaluation, mais je pense que c'est un plus si vous avez quelqu'un qui peut venir sur place. Ça sera bien pour vous, pour pouvoir après vous faire labelliser. Hein. Je voulais vous donner aussi quelques exemples là de ce qu'on a fait au niveau des offices de tourisme d'Isère. On est en train sur toute une année, on lance un challenge RSE. Et puis, il y a des thématiques, tous les 2 mois à peu près, il y a des thématiques différentes. Et il y en a une qui était sur le tourisme pour tous. C'est pour qu'ils aillent vers une démarche RSE et en même temps qu'ils soient par rapport au label destination d'excellence qui rentre un petit peu plus dans les clous. Donc, on l'a fait sous forme de petits défis et il y en avait un, donc c'était tourisme pour tous pour qui facilite l'accessibilité de leur bureau et de leur destination d'ailleurs. Et je voulais vous donner quelques exemples de ce qui avait été fait. Ils ont fait des animations en faisant en sorte qu'elles soient accessibles pour tous, donc en mettant sur un site particulier, puisqu'ils organisent eux-mêmes des animations, un site particulier avec un cheminement et puis des signalisations, etc., qui ont été complètement revues. Il y a eu l'aménagement, bien sûr, des bureaux. Et d'ailleurs, c'était marrant parce que c'était un office de tourisme qui était déjà labellisé tourisme et handicap. Et avec ce défi-là, ils ont refait le tour de tous leurs bureaux, du matériel qu'ils avaient, etc. Et qui était un peu mis de côté. Ils avaient déplacé des présentoirs, ils avaient mis ça devant les banques. Donc, ils ont tout revu, bien revoir cet aménagement-là.
Il est possible aussi de créer des parcours dans les villes ou des parcours, eux ils ont fait en montagne parce que c'est en Isère, voilà, mais des parcours qui soient accessibles pour le handicap moteur notamment. Il y a des offices aussi qui font de la commercialisation. Ils ont créé des produits packagés spécifiques pour les personnes en situation de handicap. Pour ça, ils ont contacté aussi tous les prestataires de leur territoire avec comment dire, un support, si vous voulez, qui était d'entretien, qui était spécifique pour demander quel type de handicap pouvait accéder à leur offre, etc. Donc, ils ont, pour mettre à jour leur base de données et avoir vraiment toutes les informations détaillées. La création aussi de documents FALC faciles à lire et à comprendre. Là, il y a des formations qui existent pour pouvoir en concevoir. Si vous ne savez pas très bien comment les faire, vous pouvez suivre des formations. Et puis, bien sûr, sur le site internet, des pages web spécialisées pour donner les informations sur tout ce qui était accessible. Donc, ce qui veut dire que pour pouvoir répondre aux critères qui sont demandés, il faut que vous pensiez à bien sensibiliser le personnel de l'office. Alors, la sensibilisation, ça peut passer notamment par la formation, prévoir des sessions de formation du personnel. Et c'est pas forcément que le personnel qui est à l'accueil. Ça peut être également ceux qui gèrent, par exemple, la communication ou le service commercial, si vous en avez un, pour pouvoir faire des produits vraiment accessibles. Ceux qui sont en relation avec les sociopros pour pouvoir les sensibiliser eux-mêmes après sur tout ce qui est labellisation, tourisme et handicap et accueil des personnes en situation de handicap. Donc voilà, la sensibilisation du personnel de l'office et ne vous limitez pas au personnel qui est à l'accueil, même si ce sont les premières personnes qui vont avoir le contact direct avec le public, mais vous avez d'autres personnes qui ont des contacts avec des sociopros notamment, et il faut qu'elles puissent également être sensibilisées. Alors, si vous avez une personne qui est vraiment qui a suivi une formation importante au niveau du handicap, vous pouvez aussi faire des formations en interne. Hein. La sensibilisation, ça passe par plein d'autres outils. Hein. Ça peut être même des messages dans votre communication interne. Ça peut être via un éductour, ça peut être, enfin, voilà, vous avez plein de moyens de sensibiliser, mais il faut que vous puissiez faire cette partie-là. Je vous rappelle que c'est un des critères qui est obligatoire. Donc, vous avez ensuite la labellisation tourisme et handicap. Donc là, si vous l'avez, ça vous fait un plus. Si vous ne l'avez pas, faites au moins l'auto-évaluation pour voir ce qui vous avez encore à modifier. Et si vous pouvez donc faire venir quelqu'un de la région, du service de la région, faites-le vraiment. Voilà. Quitte à le faire de manière regroupée avec plusieurs offices, d'ailleurs, vous pouvez peut-être essayer de voir comment vous pouvez faire ça. C'est-à-dire que si un office fait venir une personne là, du service de la région, invitez d'autres offices pour qu'ils voient, vous, sur place, ce qui est recommandé. Puis du coup, vous pourrez l'appliquer après chez vous. Voilà, en fonction des disponibilités de ces personnes-là. Vous pensez également donc à bien renseigner vos fiches, donc le registre public d'accessibilité et accès libre, et bien informer sur l'accessibilité de vos bureaux, que ce soit sur votre documentation, que ce soit sur votre site internet, partout où vous avez l'information de vos horaires d'ouverture, de vos adresses, de tout ça, où les gens peuvent venir vous trouver. Qui est bien l'information sur cette accessibilité. Voilà. C'est un peu plus court sur la partie accessibilité parce que vous avez des choses simples en fait à mettre en place. Hein. Est-ce que vous avez des questions? Alors, il y a des messages dans le chat. Il y a coordinateur handicap Normandie qui fait ouais, voilà. On a déposé des petits liens pour faciliter l'accès. Ah super, merci.
Est-ce que vous avez ouais, Aline, J'avais, une ouais, question? Aline, ouais, j'ai juste une question. Là, vous dites sur la documentation également, il faut informer sur l'accessibilité. Ouais, c'est Donc, mieux. si c'est tourisme handicap, c'est facile, ça peut être un logo, j'imagine. Oui. Mais pour les sites non accessibles, par exemple, Alors, vous avez déjà l'information sur cette accessibilité des sites. oui. Ouais. Euh, Vous avez l'information pour tous les types de handicap ou vous avez comment? Vous... J'ai un bureau où il y aura pas d'accessibilité handicap moteur, par exemple. Parce qu'après, vous pouvez faire, même sous forme de petits pictos, vous pouvez faire Oui, d'accord, ça le peut être handicap. ça, oui. Mhm. Hein. D'accord. Ça peut être, Mhm. sans reprendre les pictos de tourisme et handicap, parce que si vous n'êtes pas labellisé, il ne faut pas les reprendre. Hein. Mhm. D'accord? Mais ça peut être sous forme de petits pictos, par exemple, pour indiquer l'accessibilité. D'accord, mais Donc, vous, c'est oui, bien sur vos bureaux. Hein. oui, Après, c'est vous ça. pouvez également, si vous avez l'information pour les prestataires touristiques, et que vous pouvez le faire, indiquer aussi les accessibilités sur l'offre touristique. Mhm. Ok, merci de cette précision. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Vous êtes peut-être déjà tous labellisés tourisme et handicap en même temps, non? Est-ce qu'il y a des sessions prévues là au niveau des formations tourisme et handicap? Est-ce qu'il y a des choses de prévues sur sur votre région? Bah, nous, c'est toujours au menu, je dirais, de notre offre de formation. Après, il y a une problématique d'instruction du label au niveau national, puisqu'il n'y a plus en Normandie d'organisme qui peut certifier, une fois les audits effectués, les structures demandeuses du label. Donc, Ah, c'est pour le moment encore je dirais, en organisation, en pourparlers de qui va reprendre ce sujet. Mais d'accord, le souci étant aussi un peu politique, puisque la loi supplante le label et que les institutionnels qui opéraient auparavant sur ce sujet n'ont plus les moyens ni humains ni financiers de pouvoir flécher du temps homme et du temps de visite, d'instruction, de coordination des commissions. Donc pour le moment, là, il y a des dossiers qui sont toujours en attente d'instruction pour obtenir le label et on d'accord. n'a pas encore de solution. Ah oui. Donc Bon, voilà, après, après nous, on forme évidemment à aller vers l'accessibilité et appréhender les 4 types de handicap, mais pour répondre plutôt à la loi que de répondre au label, en fait. C'est plutôt ça. Et ouais, puis répondre évidemment à la clientèle, c'est le premier lieu. oui, Mais on est plus sur une dynamique législative que sur une dynamique certifiante. Voilà. d'accord. Après, de toute façon, en effet, autant mettre en place, vous, de votre côté, des choses qui sont normalement pour des personnes en situation de handicap, ça sera plus confortable pour tout votre public. Hein. Donc, que vous ayez le label ou pas, j'ai envie de dire, ça ne Ah, vous empêche pas, vous, d'aller sur des solutions où vous allez faire des aménagements, même créer des documents avec certaines couleurs et certaines typos. Etc. Faire, voilà, tout ça, ça sera bénéfique à tout le monde. Hein. et c'est Parce que, surtout que ça répond au ouais, cadre légal, en fait. Mm. oui, parce que c'est vrai que il y a des personnes qui sont reconnues comme étant handicapées, mais vous en avez beaucoup qui ont des problèmes, qui sont pas reconnues comme étant handicapées et qui sont bien contentes d'avoir d'avoir cette accessibilité-là, d'avoir un meilleur confort en fait. Hein, voilà, et là, ça touche énormément de monde. Donc, alors faites, voilà, si vous pouvez donc suivre par exemple cette formation, ça rentrera dans la partie sensibilisation du personnel. Donc ça vous fera, et puis ça reste obligatoire. Et puis après, faites au moins l'auto-évaluation. Comme ça vous donnera des idées de ce que vous pouvez faire, vous en interne. Et donc, si vous pouvez faire également
Donc, faire venir une personne pour voir sur un bureau, un cas concret, en fait, d'un bureau, de ce qui peut être modifié et organiser une petite journée comme ça à plusieurs, ça pourrait être une solution pour vous donner des idées de ce que vous pouvez faire. Mm. Vous auriez des besoins là-dessus, les offices, pour essayer d'instruire quelque chose de collectif ou... Oui, bah, nous, je sais que ce serait peut-être utile parce que justement, ça me fait rebondir sur le critère 125. Nous, on n'est pas très très bon sur ce sujet-là. On a un de nos bureaux qui est labellisé Tourisme Handicap, mais notre bureau principal a déménagé il y a quelques années de ça, donc du coup, on a perdu le label puisqu'on n'est plus dans les mêmes locaux, il y a une cour pavée, enfin bref, on ne remplit plus du tout les critères. Et on n'a pas vraiment refait d'état des lieux. Donc en fait, pour communiquer auprès de la clientèle, en fait, hormis nous, nos observations, on n'a pas vraiment de recul, on ne sait pas sur quel plan on est vraiment accessible. Donc ça passerait, j'imagine, parce que vous avez dit, faire venir peut-être, par exemple, coordination handicap pour faire un petit diagnostic pour qu'on puisse après nous communiquer dessus, voilà, j'imagine. Ouais, ce serait ça, ça pourrait être ça. Après, par structure, ça peut aussi s'organiser dans le cadre d'une réunion collective ou semi-collective, par zone, pour pouvoir vous informer au mieux. Mais faut voir si la coordination handicap peut intervenir dans le cadre de la réglementation et non pas en vue que vous obteniez le label. Enfin, moi, mon idée, c'est pas de vous frustrer parce que si derrière, vous ne pouvez pas aller jusqu'à cette obtention, puisqu'à ce jour, tout est bloqué, voilà. Après, l'idée, c'est que vous puissiez répondre au cadre réglementaire avant toute chose. Donc voilà, en tout cas, sachez-le, si nous, on monte quelque chose au niveau Normandie pour l'accessibilité, ce sera pour que vous répondiez au cadre de la loi et non pas pour vous engager sur une certification prochaine qui n'aboutirait pas pour le moment puisque tout est coincé. Voilà, j'espère que je vous inquiète pas, mais je vous pose le cadre en fait dans lequel on exerce. Mm. Et puis ça n'empêche pas du coup d'appliquer des choses, de mettre en place des Mm. actions au sein de vos bureaux, de Au votre contraire. office, hein, ça n'empêche pas du tout Mm. cette partie-là. Donc, j'avais une autre question. Est-ce que vous avez donc bien les informations sur l'accessibilité des prestataires? Je sais plus Oui, c'est surtout sur Soft. Tourinsoft là que vous utilisez vous pour enregistrer votre Mm. base de données. Bah, si les sociopros sont labellisés, ils déclarent eux-mêmes où l'office rentre leurs infos, ça dépend comment c'est opéré, mais enfin, maintenant c'est les sociopros qui renseignent directement par un formulaire qui s'appelle VIT hein, de mémoire. Ouais. Voilà, c'est eux qui renseignent qui déclarent ce qu'ils ont, leur offre, etc. Et c'est à ce moment-là qu'ils déclarent aussi s'ils sont accessibles ou pas, d'un point de vue label, s'ils l'ont obtenu. Mm. Après, c'est bien ouais, enfin, faut vraiment que vous ayez aussi cette connaissance hein, de l'accessibilité des sites touristiques, que vous puissiez relayer, vous, l'information. Hein. On en revient un peu au même, mais c'est vrai que les offices de tourisme relaient beaucoup d'informations. Mm. Donc, cette information-là, elle reste importante et que vous puissiez valoriser aussi les sites qui sont labellisés tourisme et handicap, que vous les valorisiez sur vos supports de communication. C'est le cas, ouais, ouais, tout à fait. Mm. Mm. Ah, mais il y en a des fois, je le dis parce que parfois, quand j'accompagne des offices, il y en a qui n'y pensent pas et qui se renseignent pas plus que ça en fait sur cette partie-là. Donc voilà, je préfère le dire. Ça reste quelque chose souvent d'assez simple pour vous, donc faites-le. Vous en privez pas, faites-le, c'est un plus. Est-ce que vous avez d'autres questions sur la partie Oui, accessibilité? Oui. oui. Moi, j'avais une question. Est-ce qu'il y a un délai de validité pour une attestation de formation? J'ai une collègue qui a eu une formation assez importante, mais il y a, je dirais, une dizaine d'années sur les quatre déficiences. Est-ce que si je présente pour elle cette attestation de formation, ça sera pris en compte ou est-ce que, il y a un délai de validité ou Non, il y a pas de D'accord. délai de validité, ça sera pris en compte. Par contre, ce qui sera regardé, c'est
Si cette personne a bien été formée donc, sur les 4 handicaps, est-ce qu'elle continue de sensibiliser et de former en interne les personnes qui viennent, notamment les saisonniers? Ok. Est-ce qu'il y a Est-ce bien qu'on un peut, relais, en fait, en interne? est-ce qu'on peut imaginer que cette personne, avec les contenus de formation qu'elle a eus, puisse sensibiliser toutes ses collègues du pôle accueil et que du Oui, coup, on valide le critère? oui, vous Ok, pouvez, ouais. Il faut que merci. vous puissiez après démontrer qu'il y a bien une sensibilisation Hmm. des personnes. Mais je pense que ça sera. Enfin, après, ça dépend des auditeurs, mais souvent c'est testé, ça, de toute façon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que Non, tout ça est a l'air clair pour vous? Est-ce que ça a bien répondu à vos interrogations? C'est le moment. Si vous avez des d'être. questions, c'est le moment. Il vous reste 5 minutes avant que nous fermions le webinaire. Bah, écoutez, non, Non, il n'y a je crois pas? qu'on a fait le tour. Merci Regarde beaucoup, dans le Marie, pour chat. tes éclairages, pour la Merci à vous. transparence. Euh, on vous souhaite à tous de bien continuer de parcourir le nouveau référentiel, de préparer vos questions pour le prochain webinaire qui se tiendra bientôt. Je n'ai pas la date là sous les yeux, j'ai oublié de la prendre. Euh, Peut-être dans une Le 15. 24 avril, Ouais, c'est ça, dans 15 jours, 24 avril. 24 avril à 9h30, et là, on abordera le volet sociétal. sociétal. Ouais, sociétal. Donc, Mm. J'ai une petite question, Marie-Flo. oui, Est-ce que oui, tu fais un enregistrement à chaque fois pour oui, qu'on tout puisse à fait, avoir un ouais, 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 replay c'est sur les enregistré. quelques dates ou Ouais, c'est enregistré, c'est pas chaque dispo? webinaire sera enregistré pour permettre à ceux qui n'ont pas pu se connecter de le visionner. Tout Super, à fait. merci. À l'issue du webinaire, on vous enverra à chaque fois le lien vers le replay et le support de présentation. Bon, après, si vous avez d'autres questions qui